Alors on passe au dernier texte de la leçon, donc le petit b du petit 3. Deuxième condition pour que le progrès technique puisse libérer le travail, que le travailleur puisse se reconnaître dans son ouvrage. Alors là, j'ai réussi à trouver un texte de Hegel à peu près intelligible, à peu près faisable. Je vais le relire doucement et on va voir ensemble de quoi ça parle. Donc, l'homme se constitue pour soi par son activité pratique, parce qu'il est poussé à se trouver lui-même, à se reconnaître lui-même dans ce qui lui est donné immédiatement, dans ce qui s'offre à lui extérieurement. Il y parvient en changeant les choses extérieures, qu'il marque du sceau de son intériorité, et dans lesquelles il ne retrouve que ses propres déterminations. L'homme agit ainsi, de par sa liberté de sujet, pour ôter au monde extérieur son caractère farouchement étranger, et pour ne jouir des choses que parce qu'il y retrouve une forme extérieure de sa propre réalité. Ce besoin de modifier les choses extérieures est déjà inscrit dans les premiers penchants de l'enfant. Le petit garçon qui jette des pierres dans le torrent et admire les ronds qui se forment dans l'eau, admire en fait une œuvre où il bénéficie du spectacle de sa propre activité. Alors, c'est un texte qui n'est pas si difficile au fond, on va voir ça ensemble. Vous voyez que la question que se pose Hegel dans ce texte, la question principale, c'est comment est-ce que l'homme prend conscience de lui-même. L'idée de Hegel, c'est que, en fait, l'homme, c'est un être qui va exister de deux façons différentes. Il va exister en soi, et il va exister pour soi. Existence en soi, EN espace SOI, en soi, versus pour soi. Exister en soi, ça veut juste dire exister réellement. Avoir une existence objectivement attestable. Par exemple, la cigarette électronique, elle existe en soi, vous pouvez vérifier qu'elle est là, elle fait partie des objets dont l'existence peut être vérifiée dans l'univers physique. Ça, c'est l'existence en soi. De ce point de vue, l'homme existe évidemment en soi. L'homme fait partie des choses qui existent dans le monde, au même titre que les arbres, les chiens, les molécules, les protons. L'homme est une réalité. Mais c'est une réalité un peu particulière qui existe aussi sur un deuxième plan. L'homme existe aussi pour soi. Ça veut tout simplement dire que l'homme prend conscience de son existence. Il a conscience qu'il existe, il sait qu'il est là, qu'il a un environnement, et il peut justement réfléchir à sa propre condition. Cette existence pour soi va le distinguer à la fois des animaux, des objets techniques et des réalités naturelles, comme par exemple les montagnes ou les paysages. À ce stade, la question, ça devient justement comment l'homme fait-il pour avoir accès au pour soi? C'est-à-dire comment est-ce qu'il fait pour avoir accès à la conscience de lui-même? Eh bien, deux moyens, un moyen théorique et un moyen pratique. Le moyen théorique, c'est l'idée que l'homme peut prendre conscience de lui-même par la réflexion. Je vous rappelle que le mot de réflexion, ça désigne la pensée qui se retourne sur elle-même, d'accord? Ce qu'on avait appelé, nous, conscience réflexive dans le chapitre 1, c'est l'idée que l'homme peut donc penser à sa propre pensée. Donc exactement comme un miroir vous renvoie votre propre image, la pensée peut se refléter euh, à elle-même, et donc peut se considérer elle-même comme un objet. Je peux penser à ma propre pensée, c'est d'ailleurs ce que je fais en philosophie. En philosophie, on s'interroge sur la façon dont la pensée doit procéder, ce qui se passe quand on fait de la logique ou des syllogismes, sur la façon dont la pensée peut atteindre la vérité, ou le bien, ou la justice, ce genre de choses. Donc, voilà, on s'interroge sur la pensée. Donc ça, c'est la première façon que l'homme a de prendre conscience de lui-même, c'est de réfléchir. Exactement comme les miroirs. D'ailleurs, j'ai déjà eu l'occasion de vous signaler en cours que le mot de réflexion, dans le sens la pensée se retourne sur lui-même, c'est une métaphore. C'est une métaphore qui est empruntée à l'optique. Ceux qui font de la physique, et donc qui font de l'optique, vous savez que la lumière peut se réfléchir sur une surface, donc elle peut être renvoyée par une surface. De même, la pensée, elle peut se réfléchir euh, sur elle-même. C'est ça qui est un peu particulier, qui est un peu particulier avec la pensée, c'est qu'à la rigueur, la pensée, elle a même pas besoin de surface de réflexion, elle se réfléchit directement sur elle-même. Ce qui est un peu difficile à conceptualiser. Bon. De toute façon, c'est pas ça qui nous intéresse, puisque ici, Hegel dit bien, il va plutôt parler de la deuxième façon que l'homme a de prendre conscience de lui-même, qui est justement le travail. Ça, il le dit dans les premiers mots du texte, l'homme se constitue pour soi par son activité pratique. Donc,
En langage clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'homme prend conscience de lui-même dans le travail. Comment il fait? Réponse dans la fin de la phrase. Non. L'homme prend conscience de lui-même par le travail parce qu'il est poussé à se trouver lui-même, à se reconnaître lui-même dans ce qui lui est donné immédiatement, dans ce qui s'offre à lui extérieurement. C'est-à-dire que l'homme cherche à retrouver quelque chose d'humain dans la nature, mais il n'y arrive pas. Exemple. J'arrive pour faire l'ascension de l'Everest, j'arrive au pied de la montagne. Qu'est-ce que j'ai en face de moi? J'ai un environnement totalement inhumain. J'ai un pic qui fait plusieurs kilomètres de haut, j'ai une neige qui est beaucoup trop froide pour que je puisse vivre confortablement, donc j'ai besoin de protection. J'ai un terrain qui est escarpé, donc j'ai besoin de pics à glace, de tout un matériel, tout un équipement d'alpinisme. J'ai un environnement proprement inhumain devant moi. C'est un environnement qui est pas fait pour l'homme. Et il n'est pas aménagé pour l'homme. Donc, ce qui peut se passer, c'est que je peux revenir plusieurs années plus tard, et je peux observer que l'environnement a été anthropisé. C'est-à-dire qu'il a été modifié par l'action humaine. On a installé des restaurants, des routes, on a fait des bâtiments qui ont des portes, qui ont des chaises à taille humaine, qui ont des bureaux à taille humaine. Tout a été transformé à l'usage de l'homme, et dans cet environnement, l'homme peut justement reconnaître l'influence de l'homme. Il peut se reconnaître, il peut voir la patte de l'humanité dans cet environnement-là. Et donc là, l'homme se sent chez lui. On se sent chez nous dans cet environnement qui comporte des bâtiments dont la taille conserve une forme de proportion avec la taille du corps humain, dont finalement, enfin un paysage dont tous les paramètres peuvent interagir avec l'homme sans danger. Ouais, c'est un paysage qui aurait été configuré pour l'homme. Mais vous voyez que entre ces deux situations, l'Everest inhumain et l'Everest aménagé, il y a un intermédiaire. Comment je passe de la première situation à la deuxième? Eh bien par le travail. Et oui. C'est-à-dire que pour aménager l'Everest, j'ai besoin de travailler. J'ai besoin de déplacer des blocs de ciment pour construire les bâtiments, j'ai besoin de couler du goudron pour faire les routes, de corriger un peu le dénivelé pour que tout le monde puisse marcher sans avoir besoin d'un matériel d'alpinisme, etc., etc. Donc il faut le travail. Le travail, ça va être justement l'intermédiaire entre la nature inhumaine et la nature humaine. C'est-à-dire c'est la façon pour l'homme de créer un environnement dans lequel il va pouvoir se reconnaître. Vous voyez, ligne 4, Hegel nous dit, l'homme agit ainsi, de par sa liberté de sujet, pour ôter au monde extérieur son caractère farouchement étranger, et pour ne jouir des choses que parce qu'il y retrouve une forme extérieure de sa propre réalité. Donc l'homme, par son travail, va imposer sa marque à une nature qui lui était d'abord étrangère. Par exemple, le sculpteur, par son opération, va transformer un bloc de marbre qui lui est étranger, qui n'a rien de commun avec lui, en une figure humaine. Il va transformer le marbre en sculpture. Par exemple, en statue de femme. Donc en quelque chose qui va avoir trait à l'humanité. Donc, dans cette reconnaissance de l'homme dans son environnement via le travail, dans finalement cette prise de conscience de soi par le travail, on peut dire qu'il y a deux phases. D'abord, la phase de l'effort. Qu'est-ce que c'est que cette idée de la phase de l'effort? C'est l'idée que finalement, quand vous travaillez, c'est que vous visez à produire quelque chose qui n'est pas déjà là. Donc quelque chose que la nature ne vous offre pas déjà. Par exemple, je ne travaillerai pas pour construire des restaurants s'il y avait déjà des restaurants dans la nature. Je ne travaillerai pas pour construire des statues s'il existait déjà des statues dans la nature. Bon. Donc ça veut dire que ce qui doit être le produit du travail n'est pas déjà là. Mais si c'est pas déjà là, ça veut dire que je dois forcer la nature à me fournir ce que je veux. Le sculpteur, quelque part, il est en train de forcer la main à la nature en produisant quelque chose qui n'était pas déjà là. Donc ça implique qu'il doit faire un effort. Mais dans le sentiment de l'effort, je sens bien que quelque chose me résiste. Et donc si quelque chose me résiste, c'est que je ne suis pas cette chose extérieure qui est en train de me résister et à laquelle je suis en train d'imposer ma volonté. Au fond, c'est un peu ce qui se passe quand je fais un bras de fer. Quand je fais un bras de fer, j'essaie d'imposer ma volonté à quelque chose qui me résiste. Et justement, ça va passer par un effort. Et l'effort, il va me dire très clairement que mon bras, eh ben, c'est pas le bras de mon adversaire. C'est quelque chose de différent et d'opposé.
Et tout l'effort de ma volonté va consister à briser la résistance de l'adversaire. C'est la même chose dans la négociation qui au fond est un bras de fer intellectuel ou un bras de fer verbal. Dans la négociation, j'essaie de plier la volonté d'autrui à ma volonté propre. Et donc, forcément, je prends conscience de ce que je suis par l'intermédiaire de la résistance que m'oppose mon adversaire, ou en tout cas mon interlocuteur. C'est exactement ce qui se passe dans le travail. Je prends conscience que je suis moi-même, que je ne suis pas la nature, par la résistance que la nature m'oppose. Donc en fait, le travail me fait réaliser que je suis l'anti-nature. Je suis le contraire de la nature, je suis la force qui va imposer sa volonté à la nature, par le travail. Ça, ce serait la première phase de la prise de conscience de soi, ce serait ce que j'appelle la phase de l'effort. Il y aurait une deuxième phase, qui serait la phase de la reconnaissance proprement dite. C'est-à-dire qu'une fois que mon travail est terminé, je peux justement admirer le produit de mon effort, et admirer le fait que j'ai maintenant un matériau naturel qui me ressemble, quelque chose qui me ressemble. C'est-à-dire que le produit de mon travail, il va porter ma signature, à la fois la signature d'un travail humain en général, mais aussi la signature d'un individu particulier. Quand par exemple le menuisier fait un meuble, il fait jamais le meuble exactement de la même façon qu'un autre menuisier. C'est-à-dire que le meuble va porter quelque part sa signature, sa patte. Le meuble est jamais un objet parfaitement standard. Il se standardise à partir du moment où on passe à un type de production industrielle. Et ça, justement, ça nous donnera une autre occasion de critiquer la production industrielle dans une seconde. Mais pour l'instant, ce que je veux dire, c'est que dans le travail artisanal, le produit porte la marque du travailleur. C'est a fortiori le cas dans l'exemple de la production artistique. Quand je suis chanteur, par exemple, et que j'enregistre un disque, le disque, il va porter ma marque. Il va porter la marque d'un style. Vous voyez, il y aura un style particulier, parce que ma voix sera reconnaissable entre mille, et le type de musique que je compose sera différent euh, de la musique des autres musiciens. Par exemple, quand vous entendez de la musique, vous pouvez dire ça c'est du Michael Jackson, ou ça c'est du, je sais pas, c'est du Caris, c'est du Booba, il y a une patte. C'est-à-dire que le travail va porter la marque de l'individu singulier, différent de tous les autres, qui a produit le travail. Et c'est ça que veut dire Hegel, c'est qu'un travail proprement humain, c'est un travail dans lequel le travailleur peut reconnaître sa marque, peut reconnaître son influence. Au contraire, dans le travail industriel, on va avoir quelque chose d'inhumain parce que le travailleur est interchangeable. Peu importe qui a produit le moteur de voiture ou la boîte de sardines, de toute façon, le travail ne ressemblera pas à celui qui l'a fait. On pourra pas dire ça c'est un moteur qui a été produit par Michel ou par André, on dira juste c'est un moteur Ford qui suit les spécifications de chez Ford. Mais il n'y aura pas du tout cette idée que finalement le travailleur peut retrouver son influence, sa personnalité dans ce qu'il produit. Donc, à quoi ça nous mène? Ça nous mène à l'idée que finalement, un travail proprement humain, c'est un travail dans lequel on se reconnaît, au double sens que j'ai distingué, c'est-à-dire un travail qui nous permet de prendre conscience de nous-mêmes, et en même temps, un travail qui va porter notre marque individuelle. Donc si on inverse, ça veut dire qu'un travail euh, qui n'est pas vraiment humain, c'est un travail dans lequel on ne peut pas se reconnaître. C'est un travail qui nous ressemble pas. Alors vous allez me dire, quel rapport avec la question de la liberté? On se souvient que là, dans ce petit 3, on cherchait les conditions qui permettraient de faire en sorte que le progrès technique libère le travail, c'est-à-dire nous exonère de ce que le travail peut avoir de dégradant ou d'asservissant. Et bien justement, ce que dit Hegel, c'est que le progrès technique doit non pas ôter la personnalité du travail, comme c'est le cas dans l'usine, mais au contraire la garantir ou la permettre. Donc, le progrès technique doit nous permettre de produire des objets qui nous ressemblent, et non pas des objets qui nous échappent, ou des objets anonymes qui ne ressemblent pas à l'humanité, ou qui ne ressembleraient pas à ce qu'on pourrait produire. Ce qui me permet évidemment de fournir une critique des intelligences artificielles génératives, dans la mesure où, d'une part, l'intelligence artificielle générative vole le travail de l'homme, et d'autre part, elle transforme ce travail en travail anonyme. C'est-à-dire, quand vous faites une requête à ChatGPT, il va synthétiser une somme considérable de textes humains, et il va en sortir une sorte de pâte, une sorte de mélasse, enfin, une synthèse quoi,
qui justement ne porte plus la marque de l'individu qui a effectué le travail. C'est-à-dire que si vous donnez un sujet de dissert à ChatGPT, il va vous donner une sorte d'hybride entre mon travail, celui de mon collègue Michel, celui du prof de la fac de Nantes, celui d'Aristote, etc., etc. Il va produire un amalgame de tous ces travaux-là, et il va détruire justement la personnalité du travail. Donc là, on a un argument très fort pour critiquer justement le potentiel émancipateur de ChatGPT, ou de Midjourney, ou de tout ce que vous voulez. C'est que ce sont des outils qui vont asservir le travail humain, dans le sens où le travail humain va venir nourrir la machine, et la machine va en sortir un travail anonyme. Un travail qui ne ressemble pas à ceux qui l'ont réellement fait. Donc, ici, je parle pas seulement de la question du droit d'auteur, vous avez compris, hein. Je fais pas seulement allusion à l'idée sur laquelle ChatGPT c'est chiant, parce que finalement, ça permet pas de rémunérer les gens qui produisent le matériau de base que va synthétiser ChatGPT. Ce problème, évidemment, existe. Mais plus généralement, je fais allusion à l'idée selon laquelle euh, l'idée même de personnalité dans la production du savoir va être détruite par ChatGPT. C'est ça qui me pose problème, hein. C'est l'idée que même un savoir scientifique porte la marque de celui qui l'a construit. Parce qu'il y a toujours des inflexions méthodologiques, il y a toujours une méthode, une manière qui permet de distinguer un travail scientifique d'un autre. Vous savez, même chez les mathématiciens qui, dans une certaine mesure, travaillent sur des méthodes qui font consensus, en réalité, on va quand même avoir différents degrés d'élégance ou différents degrés de sobriété dans l'usage des théorèmes ou dans la démonstration. En fait, quand vous faites des maths à un niveau un peu approfondi, vous vous rendez compte que les mathématiciens ne travaillent pas exactement de la même manière et que le travail d'un mathématicien, au même titre que celui d'un artiste, est reconnaissable et qu'on peut le distinguer de celui d'un autre mathématicien. Malheureusement, les IA génératives détruisent cette personnalité du travail. Donc là, on a un contre-exemple parfait de progrès technique qui va justement transformer le travailleur en esclave à deux titres. D'abord parce que le travailleur va travailler pour la machine, pour nourrir l'intelligence artificielle, et dans un deuxième sens parce que le travailleur est privé de la personnalité de son travail. Le travailleur ne peut plus se reconnaître dans son travail. Voilà. Donc vous voyez qu'au terme de ce grand 3, on a une réponse finale à la question qu'on se posait. On se demandait si le progrès technique nous libérait du travail. On a fini par se rendre compte que on doit assigner au progrès technique non pas le but de faire disparaître le travail, de le rendre non nécessaire, mais plutôt de le rendre non aliénant. C'est-à-dire de faire en sorte que nous puissions affirmer notre liberté dans le travail en conservant notre initiative intellectuelle dans le travail et en nous rendant capable de nous reconnaître dans le travail, et en évitant justement de renverser les choses et de réserver à la machine toutes les prérogatives humaines du travail. Donc pour clarifier, pardon, ma dernière phrase était un peu embrouillée, c'était pas très clair, le progrès technique peut libérer notre travail au sens où il peut l'humaniser. Il peut faire du travail une forme d'expression de la liberté humaine et pas une contrainte ou un asservissement. Mais il faut pas attendre du progrès technique qui nous débarrasse du travail, ça, ce ne serait pas souhaitable. Voilà. Écoutez, c'est une conclusion très synthétique, mais donc là, on a terminé le chapitre 5. Je vous ferai un mail à ce sujet, enfin, je vous ferai un mail concernant la suite des événements bientôt, mais je le dis pour ceux qui regardent cette vidéo. Mon intention dans les jours qui viennent, ça va être de faire des petites capsules. Je prévois de faire 2 petites capsules sur la question de la religion, que du coup on n'aura pas du tout le temps d'aborder en cours, et une petite capsule sur le thème du langage. Voilà. Donc attendez-vous à recevoir encore 3-4 vidéos sur cette chaîne. Et de toute façon, en tout cas dans le cas des TG7 et des TG8, on se revoit au lycée la semaine prochaine.